Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entrepreneuriat. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a entamé une tournée qui l'a emmenée dans les sites du Rezaen, une entité qui s'occupe de l'entrepreneuriat au Niger. Le but de la ministre était justement de se rendre compte des difficultés et des réalités vécues dans ces centres incubateurs qui œuvrent à la promotion de l'entrepreneuriat au Niger. Vous allez suivre dans ce numéro les temps forts de cette visite qui a emmené la ministre notamment au centre 2M Invest, au cabinet Leader d'Afrique et enfin au centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et nous allons toujours rester dans le secteur entrepreneurial pour parler cette fois-ci d'un anniversaire. Le centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN, a fêté ses 10 années d'existence. 10 années au cours desquelles le centre incubateur a suivi, accompagné, formé plus de 600 entreprises. Et pour marquer cet anniversaire, il a été organisé au siège du centre une petite réjouissance qui a rassemblé diverses entreprises qui sont passées justement par l'étape d'incubation au siège du CIPMEN. Vous allez également suivre ici les temps forts de cette cérémonie. Et on va quitter le secteur entrepreneurial pour cette fois-ci parler d'inclusion financière. Comme vous le savez, l'inclusion financière est une problématique très présente en Afrique et notamment au Niger. Et heureusement, depuis quelques années, notre pays est en train de mettre en place plusieurs initiatives dans le but d'étendre une certaine inclusion financière à toutes les populations, aussi bien citadines que rurales. Et ces initiatives prennent également en compte l'émergence des services financiers décentralisés utilisables via les services mobiles. Vous allez découvrir dans cette édition Business Challenge le développement du secteur, les initiatives qui sont prises justement dans le domaine et l'état des lieux. Et nous allons terminer en parlant de transport aérien, maritime et terrestre. Ce sont là des activités qui sont en plein cœur de la logistique. Nous verrons comment AS Logistique, justement une entreprise de logistique en plein essor au Niger, gère ce type d'activité avec bien sûr toutes les contraintes administratives mais aussi matérielles qui y sont liées. À tout de suite. Quelques centres de promotion de l'entrepreneuriat regroupés au sein du réseau des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat Rezaen ont reçu une visite de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Salamatou Goroza Magaji, dans la journée du vendredi 16 juin 2023. Accompagnée d'une délégation ministérielle et du président du Rezaen, Amadou Issa Garba. Donc aujourd'hui, c'est une première phase. 3 structures ont bénéficié de cette visite-là, notamment le centre 2M Invest, le cabinet Leader d'Afrique et le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc dans ce sens-là, concrètement pour les structures aussi, c'est de partager avec elles les difficultés auxquelles chaque structure est confrontée et aussi partager avec elles les défis qui sont devant nous et surtout confirmer la nécessité de travailler en synergie entre les différents acteurs et le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Salamatou Goroza Magaji justifie cette initiative par un besoin de s'enquérir des conditions de travail des structures visitées. L'objet de cette première visite, c'est vraiment de prendre attache avec les différentes structures membres de Rezaen. Je les reçois dans mon bureau de temps en temps. Mais l'idée, c'est vraiment d'être sur le terrain, de les visiter chacune et de voir dans quel domaine ils interviennent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce que nous pouvons mieux renforcer notre collaboration et pour bien sûr un résultat commun qui est accompagner le plus de jeunes et de femmes possible dans l'entrepreneuriat. Comme vous savez, pour le financement, c'est une réalité. Le financement fait défaut vraiment, surtout l'accès au financement, le taux de financement au niveau des structures bancaires, c'est très élevé. Et l'État est en train de mettre en place, comme vous avez vu, des structures comme le FONAF, la SNFI, qui font leur effort, le maximum d'efforts possible pour accompagner à des taux plus préférentiels que les taux de la banque.
mais nous allons continuer à trouver encore d'autres partenaires par rapport à cela. Cette visite, qui a débuté dans les locaux du Centre de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, 2M Invest, a été une occasion pour Mme Bara Reki Moussa, directrice de 2M Invest, de présenter sa structure et le rôle qu'elle joue dans l'entrepreneuriat des femmes et jeunes au Niger. En 2019, nous avons créé la société Mata et Matasa Investing SA, qui est une société d'investissement qui ambitionne de faire la levée de fonds et travailler avec les entreprises de femmes et de jeunes ici au Niger. Avant de commencer, nous avons beaucoup réfléchi par où il faut commencer. De par notre expérience, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien si on doit refaire les choses, où est-ce que nous devons apporter des corrections? C'est comme ça, après un atelier, nous nous sommes dit, si par le passé, on avait beaucoup multiplié les services non financiers, avec les services financiers, on allait avoir plus d'impact. Et donc, c'est là que l'idée est venue de dire il faut créer la fondation avant de penser à tout mécanisme innovant de financement à l'endroit de nos PME. Et donc, l'idée est venue, on a réfléchi, on a dit bon, nous allons mettre en place un centre de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, dont le logo a le mot 2M Invest. Et nous appelle 2M Invest. Donc en réalité, c'est la société Mata et Matasa Investing SA qui a mis en place un centre de promotion que les gens appellent 2M Invest, mais dont plus tard, on l'a institutionnalisé et ça a pris le statut d'une association. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous évoluons en groupe. Nous avons la société et nous avons l'association. Occasion également pour elle de faire cas de certaines difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de sa mission. La grosse difficulté, elles sont là, les entrepreneurs, c'est que même quand les entreprises savent que l'accompagnement d'une SAE, structure d'accompagnement entrepreneurial, m'apporte quelque chose, c'est difficile de les mobiliser pour qu'elles-mêmes sortent de leur poche l'argent pour payer l'accompagnement. Ça, c'est la grosse difficulté. Pire encore, quand on prend le secteur financier, les institutions financières, elles ont des difficultés à accompagner les entreprises parce qu'elles ne veulent pas prendre des risques. Mais aussi, quand on regarde l'écosystème, les instruments financiers qu'on a sur le marché nigérien, vraiment, ils ne sont pas adaptés pour accompagner l'entrepreneuriat. Si c'est aller à la banque pour une start-up, prendre un crédit pour se développer, ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le crédit, quand on le donne, la banque va te donner juste 2 mois, 3 mois de différé. Pendant que le jeune a juste commencé à travailler, c'est en ce moment qu'on lui présente un tableau d'amortissement. Il n'a même pas commencé à produire. Tu es stressé par le remboursement du crédit. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu tombes en impayé. Or, moi, j'ai eu la chance de développer des entreprises où c'est des instruments innovants. Moi, j'ai développé une entreprise où c'est participatif, ainsi de suite. Mais heureusement que FONAF est là et je crois que Adi, qui est un jeune avec lequel on a eu à travailler, est en train de réfléchir sur ces genres d'instruments qui doivent normalement pouvoir aider les entrepreneurs à bien évoluer. Donc pour nous, maintenant en termes de vraiment challenge, comme vous êtes là, Madame la Ministre, nous, notre ambition, c'est vraiment de vous accompagner. Notre ambition, c'est d'accompagner la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et se positionner vraiment comme un acteur clé. Et nous travaillons dans ce sens. Et tous les projets que nous exécutons, ce n'est pas des projets que nous partons négocier. Nous répondons à des appels d'offres et nous sommes choisis. Et souvent, nous connaissons aussi par où il faut passer pour mobiliser
les partenaires techniques et financiers. Ça fait 3 ans révolus que nous travaillons, mais avec nos résultats et l'accompagnement du ministère, pour être aussi honnête, parce que vos prédécesseurs nous sont appuyés quand même, ne serait-ce en termes de conseils et tout. Donc on se sentait bien encouragé de poursuivre notre mission qui consiste à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie que vous portez. Du Centre de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et jeunes 2M Invest, la délégation fait escale dans les locaux du cabinet Leader d'Afrique. Mohamedou Sadi Abbas, manager commercial marketing du cabinet Leader d'Afrique, présente le centre et ses missions. Le Leader d'Afrique, c'est un cabinet de droit nigérien qui a vu le jour en 2014 avec pour ambition de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique un leader. Pour réussir notre mission, nous avons défini un certain nombre de domaines d'activité. Les premiers domaines d'activité, c'est l'étude et audit, formation continue et coaching, accompagnement aux ressources humaines, les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes et les domaines de pro-events. Au niveau de l'étude et audit, ce que nous faisons particulièrement, c'est des études de faisabilité. Nous faisons des audits organisationnels pour les comptes des sociétés. Nous faisons en même temps le suivi et évaluation des projets. La formation continue et coaching qui est le domaine d'activité phare du cabinet de l'Afrique est centré sur un certain nombre de formations, notamment des formations spéciales que nous organisons chaque mois. C'est des formations que nous programmons et nous invitons les clients à y prendre part. Et l'accompagnement aux ressources humaines, là nous faisons tout ce qui est côté recrutement, accompagnement à l'élaboration des plans de formation, accompagnement à l'élaboration des plans de carrière, plans stratégiques, gestion des portefeuilles RH et même dans la définition de la politique RH qui est aujourd'hui une problématique pour beaucoup d'entreprises. Nous sommes donnés comme mission, il y a de cela 4 ans, d'accompagner les jeunes. Le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni marque la dernière étape de cette visite. Anza Daouda, accompagnateur, modèle économique et finance, est soumis au même exercice que ses prédécesseurs. Le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni est une structure qui a été créée par les autorités rectorales dans l'optique de contribuer à absorber un peu le chômage que les diplômés de l'université sont en train de vivre. Donc la mission du centre incubateur est de contribuer à aider les jeunes entrepreneurs promoteurs à créer des entreprises, à se formaliser au lieu d'aller chercher des emplois, que ces diplômés-là puissent arriver à créer des entreprises. Donc le centre incubateur les assiste dans leur processus de création d'emplois. Quand on parle de structure publique, on a des situations où nos promoteurs que nous accompagnons ont des besoins de financement. Mais malheureusement, en tant que structure publique, ces promoteurs-là que nous accompagnons ont des difficultés à accéder à ces financements pour bien développer leur entreprise. Ce sont des promoteurs qui rentrent dans le processus d'accompagnement et le centre arrive véritablement à les booster pour mettre sur pied leurs idées d'entreprise. Mais des fois, ils sont confrontés à un problème de financement qui les empêche véritablement à concrétiser leur activité. Donc, du point de vue difficulté, le centre n'a pas véritablement assez de partenaires qui accompagnent ces jeunes promoteurs-là via le centre incubateur pour que ces jeunes promoteurs arrivent véritablement à aller de l'avant dans leur entreprise. Après une séance d'échange entre la ministre et les représentants des entreprises membres du Rezaïen, s'en est suivi une visite de stand des micro, petites et moyennes entreprises conviées. Une semaine déjà, vous pouvez voir. Et tout ça c'est fait ici? Oui. Et l'autre là, la douce. Parce que je veux Trasco, on fait tout. C'est l'autre là, on fait l'agneau. C'est l'agneau. Ça c'est la boule. Ça c'est la boule.
Il faut signaler que le réseau des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat Rezayen compte au total 18 centres d'incubateurs ayant tous comme mission principale de promouvoir l'entrepreneuriat au Niger. Cette série de visites de la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes marque un point positif dans les efforts de l'État nigérien à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Niger. Créé en 2013, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, est le premier centre incubateur d'entreprises du Niger et l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest. Le CIPMEN offre un accompagnement de qualité aux entreprises et porteurs d'idées dans les domaines du numérique, des énergies renouvelables, de l'environnement, de l'agrobusiness et d'autres secteurs concourant au développement durable. Le 4 juillet dernier, le CIPMEN a célébré 10 années d'existence, une décennie durant laquelle le CIPMEN a accompagné, formé et coaché plus de 600 entreprises au Niger. Ainsi, l'incubateur a jugé utile de marquer cette date par une réjouissance. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2023. Effectivement, c'est la date officielle de la statut du CIPMEN, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger. Et c'est pour ça que nous avons voulu marquer le coup de manière symbolique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin de l'année, nous n'allons pas rater d'occasion pour fêter et célébrer en tout cas ces 10 années-là. Donc nous pensons vraiment à une grosse cérémonie qui peut réunir les anciens incubés, les incubés de région, avec aussi les anciens collaborateurs, les anciens partenaires qui sont un peu éparpillés. Donc vraiment, nous allons essayer de bien préparer ça pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais aujourd'hui, c'était important qu'on puisse marquer la date et du coup qu'on puisse vraiment avoir ces échanges-là qui vont continuer, je l'espère, dans les mois à venir jusqu'à la fin de l'année, Inch'Allah. Ces entrepreneurs, pour la plupart jeunes, ont raconté leurs aventures, opportunités et ce qu'ils retiennent de CIPMEN. Certains parmi eux ont participé au processus de mise en place du centre. Le CIPMEN a été mis en place effectivement en 2014. Il a commencé avec la première cohorte et nous avions déjà engagé nos processus. Donc on a directement intégré le CIPMEN à travers la première cohorte qui a commencé. C'était une expérience très enrichissante, vraiment, très enrichissante parce qu'on s'est beaucoup plus entraidé entre nous, si je peux le dire, à travers les premiers managers et les premiers dirigeants et acteurs au niveau du CIPMEN. Ce que je peux retenir, c'est que le CIPMEN nous a permis vraiment de bien grandir, de très bien grandir même au niveau du e-tech globalement, parce que e-tech Center, en réalité, après, nous avons créé d'autres structures, notamment e-techcom, qui a été incubé au niveau du CIPMEN, e-tech business après. Et à travers donc nos entreprises, ça nous a beaucoup aidé et on a tenu à garder ce lien avec le CIPMEN, quoi qu'on ne soit pas incubé. Mais ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup d'opportunités. Une des principales opportunités qui continue jusqu'à présent, c'est une prestation qu'on a eue avec le PAM. Donc le CIPMEN effectivement nous a permis de rencontrer une équipe du PAM qui était en train de chercher une structure qui allait l'accompagner dans la mise en place d'un système de télé-suivi de leurs activités. Donc ça a coïncidé qu'au niveau de e-tech Center, nous avions déjà mis en place quelque chose comme ça, donc on les a accompagnés. Et depuis 2015, je vous assure, jusqu'à présent, nous continuons toujours à faire ce contrat avec le PAM. Chaque 2-3 ans, il relance l'appel à l'échelle internationale et nous avons toujours la chance, à travers justement notre expertise qu'on a construite dans ce domaine, à toujours gagner l'appel d'offres. Le CIPMEN a permis à ces entrepreneurs de grandir avec beaucoup d'opportunités. C'est une aventure mémorable avec CIPMEN que beaucoup racontent. L'aventure avec le CIPMEN a commencé en 2016. Je dirais que c'était une aventure très riche en expérience parce qu'on a beaucoup appris du CIPMEN. Peut-être qu'il faut que je précise qu'au départ, l'idée de créer cette entreprise, de créer ces jus n'était pas forcément de développer l'entreprise. Honnêtement, au départ, c'était
un projet provisoire. J'avais un autre projet, je voulais juste faire les jus de façon provisoire. Mais finalement, arrivé au CIPMEN, je me suis rendu compte que c'était un bon projet qui pouvait continuer et puis se développer. Donc, grâce à tout ce qu'on a eu comme accompagnement, l'expérience et tout, ça nous a permis d'oser dépasser nos limites et de comprendre que c'était possible de créer une entreprise en valorisant des produits locaux à partir de matières premières locales. Donc voilà comment l'aventure a commencé et aujourd'hui, je dirais que c'est très bien parce qu'on a pu quand même dépasser beaucoup d'étapes. On était à une toute petite production, je me rappelle en 2016 quand j'ai commencé au CIPMEN, c'était difficile. Avec une seule transformatrice, petit à petit l'entreprise s'est développée. On est aujourd'hui à 8 employés, à un local que nous sommes en train de construire pour que l'entreprise puisse s'installer en tant que petite industrie. Je pense que le CIPMEN a joué quand même un rôle important dans cette démarche-là. Moi, mon entreprise elle a été créée en fin 2017 et j'ai eu la chance d'arriver au CIPMEN via le projet ID, donc en 2018. Vraiment, je dirais que c'est... Au début, quand j'avais commencé, c'est comme Madame l'a dit, c'était vraiment pas dans l'idée de faire vraiment une entreprise en tant que telle. Vraiment, c'était de pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais arrivé au CIPMEN, on s'est vu, le CIPMEN nous a montré qu'on pouvait le faire et qu'il fallait oser. On avait déjà commencé, mais qu'on pouvait vraiment faire beaucoup de choses parce qu'on n'avait même pas l'idée de faire une grande entreprise, avoir des employés, gérer vraiment beaucoup de choses. Mais avec le CIPMEN, je dirais qu'on a eu ce bagage intellectuel qui nous a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et surtout, je dirais plus le réseautage. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. En un rien de temps, Manal s'est vue grandir, elle s'est vue connaître. Et aujourd'hui, tous les partenaires que j'ai, tous mes clients, vraiment, je dirais que c'était vraiment avec le CIPMEN. Et aujourd'hui, machallah, j'ai pu mettre en place un petit complexe que j'espère encore grandir plus davantage, créer plus d'emplois. Et pourquoi pas, c'est vrai, je ne suis plus au CIPMEN, mais peut-être que le CIPMEN est en train de voir comment nous accompagner encore en accélération parce qu'on en a encore besoin. Hamid Abdoulaye et Hajara Cheibou font respectivement partie des cohortes les plus récentes de 2020 et 2021. Ils retiennent également beaucoup de souvenirs. En 2020, et grâce au projet ID, j'ai rencontré CIPMEN. Mais avant ça, j'avais fait des prestations pour le CIPMEN. On m'avait demandé de venir amener une facture ARF, ceci, cela. J'ai eu pas mal d'attractions avec la comptabilité, on a eu tellement de soucis. Moi, je dis, mais il faut amener, c'était à Sadoré pour faire le grand ménage. On a fait, maintenant on a fini, on m'a dit, il faut amener ARF pour que tu sois payé. J'ai dit, ah, c'est quoi ARF? C'était avec Nassamo. Il m'a dit, non, en tout cas, il faut aller voir la comptabilité, ils vont vous expliquer ce que ça veut dire. Je suis allé à la comptabilité, il m'a dit, il faut amener tant. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas tout ça et je ne connais même pas. Il dit, ah, il faut ça pour que tu sois payé. J'ai dit, non. Moi, on ne m'a pas prévenu, je veux mon argent. Après ça, on m'a réglé la facture. Après, il m'a dit, mais attends, donc toi, tu n'as jamais été incubé, tu n'as pas été accompagné. J'ai dit, ah, c'est quoi même l'incubation? C'est quoi l'accompagnement? Je n'ai aucune idée dans tout ça. Il m'a un peu parlé de ce qu'il fait le centre incubateur CIPMEN, mais il n'a pas eu assez de temps pour m'expliquer. Mais grâce au projet ID, voilà, qui m'avait sélectionné pour être bénéficiaire, nous avons rencontré les CIPMEN qui nous a vraiment mis sur les rails. Parce que j'avais les NIF et les RCCM, mais les d'autres documents administratifs, et là, comment on appelle ça, l'organisation administrative, aucun, ni rien. Du coup, la poche de l'entreprise, c'est ma poche c'est l'entreprise, ainsi de suite. Tout était lié, tout était mélangé. Donc, ça avance, ça n'avance pas, on ne sait pas. On est sûr qu'on a fait des choses, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on évolue, on n'évolue pas, on ne sait pas. Donc, c'est grâce au CIPMEN qu'on a pu distinguer toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, on est fiers quand on participe à des différents appels d'offres, on sait qui nous sommes. Sur les classements de 24 sociétés qui concourent à un appel d'offres de sécurité privée, on nous dit que vous êtes le 3e avec tel nombre de points. Voilà ce qui vous a manqué, sinon vous allez être le premier. Donc ça, c'est une fierté. Et je sais que tout ça, c'est lié à l'incubation. Parce qu'à chaque fois, quand on regarde même les dossiers d'appel d'offres, il y a beaucoup de langages qu'on ne comprend pas. Je prends des photos d'un thé et là, je l'envoie, ça peut être la nuit comme la journée. Je dis, ça là, moi, je n'ai pas compris.
Il me dit, attends, je vais faire des recherches, je vais vous revenir. Et il me revient, on complète ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en tout cas, on connaît beaucoup de choses. Donc c'est juste pour dire vraiment merci beaucoup. Et ça nous a vraiment donné aussi de l'espoir. J'ai connu SIPMEN grâce au projet ID. On était la dernière cohorte du projet. Et bien avant ça, c'est Manal qui nous a parlé du SIPMEN avec Esther. Effectivement, elle nous a parlé des avantages parce qu'elle nous a demandé, est-ce que vous êtes incubé dans une entreprise? Vous êtes incubé quelque part. On se demandait, c'est quoi une incubation? Après, on est venu au SIPMEN, on a demandé des renseignements, ils nous ont donné des renseignements et on a signé le contrat. On était dans le contrat et on a eu la chance d'être parmi les gens de l'ID Bridge. Ce que j'ai retenu du SIPMEN, c'est vraiment un cadre où tu apprends. Parce qu'on a beaucoup appris du SIPMEN, surtout avec les formations, les renforcements de capacités. Avant, comme GGM l'a dit, on confondait la poche de l'entreprise et notre poche. Mais avec les formations, on a pu comprendre que l'entreprise, c'est vraiment une personne morale à part. Elle est à part de nous. On doit travailler pour elle. Donc vraiment, je dis merci à l'équipe du SIPMEN. Inch'Allah, on va continuer l'aventure. Cette réjouissance qui témoigne des 10 années d'existence du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, SIPMEN, a été ponctuée par la projection d'un film qui retrace le parcours du SIPMEN. Le SIPMEN est non seulement l'un des premiers incubateurs d'entreprises du Niger, mais aussi l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest. L'un des challenges que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la ressource humaine. On le sait tous en tant qu'entrepreneurs, les ressources humaines qualifiées aujourd'hui, c'est un combat, c'est un challenge. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve vraiment un moyen pour que vous, les entrepreneurs, vous puissiez venir nous aider à encadrer les plus jeunes qui débutent. Donc il faudra qu'on trouve comment organiser ça. Mais je verrai vraiment des séances où vous consacrez, même si c'est 2 heures dans le mois, pour venir éveiller le maximum de personnes, pour que vraiment les pièges que vous avez eus, les obstacles que vous avez eu à franchir, de leur permettre de les éviter. OK? Et derrière, potentiellement, les réseaux que vous avez pu arriver à nouer, l'idée c'est que vous puissiez organiser un écosystème autour de vous. Aujourd'hui, quand vous voyez les plus grandes entreprises au monde, en réalité, souvent, elles ne font pas toutes les choses elles-mêmes. Elles créent un écosystème dans lequel il y a un qui va se spécialiser pour fournir des vis, un autre va se spécialiser pour fournir des pneus, ainsi de suite. Et comme ça, du coup, la structure mère, enfin, ou en tout cas la grande structure, elle sera là pour animer cet écosystème. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on arrive, et c'est beaucoup de travail. Donc, comme je l'ai déjà entendu, pour la plupart dire qu'il faut effectivement un autre type d'accompagnement pour aller à une autre échelle, c'est vrai, on en a besoin, parce que tant que vous ne grandissez pas de manière stable, c'est comme le système éducatif. Si l'université ne marche pas, on a beau pousser des gens au primaire, on sait qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre qu'ils ne pourront jamais dépasser. Donc, nous allons vraiment continuer à nous battre avec la bienveillance de toutes les parties prenantes, publiques comme privées. Pour le moment, il n'y a pas encore de vraies certitudes, mais au moins on sait qu'avec toutes les réalisations qui ont été faites, avec tout notre système de gestion, nous sommes désormais crédibles pour aller parler aux partenaires directement. Présent dans toutes les régions du Niger, à l'exception de DIFA, ce centre incubateur reste constant dans l'accélération de l'entrepreneuriat innovant et durable au Niger et au Sahel.
Le Niger figure au nombre des pays africains avec le taux de bancarisation le plus bas. En conséquence, dans le but de favoriser une inclusion financière des populations, surtout rurales, exclues des systèmes financiers classiques, le pays s'est illustré ces dernières années en matière d'efforts et d'initiatives allant dans ce sens. Ceci passe notamment par la promotion de services financiers numériques et mobiles qui s'inscrit surtout dans le programme d'action du secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives SNFI. La stratégie a 6 axes. Le développement des services financiers numériques fait partie de l'axe 2 de la stratégie, qui est intitulé Offre diversifiée des services financiers innovants et adaptés aux besoins de la population. La mise en œuvre de cet axe a pour objectif de mobiliser les prestataires de services financiers, les banques, les gestions de microfinance, les assurances, les sociétés de transfert d'argent, les sociétés émettrices de monnaie électronique, les bureaux d'échange, etc. Les mobiliser et les inciter pour entreprendre des actions innovantes en matière d'inclusion financière. Il s'agit donc pour tous ces acteurs d'utiliser la technologie financière pour concevoir des produits et des produits qui répondent aux besoins de la population. Les services financiers numériques sont des prestations financières permettant aux populations, bancarisées ou non, de pouvoir effectuer des transactions via un outil digital comme le téléphone portable. Le mobile money représente l'un des services financiers numériques les plus répandus à travers le monde. Il est fourni notamment par les opérateurs téléphoniques, les banques ou encore les fintechs et offre de nombreux avantages. Il y a de nombreux avantages à l'utilisation des services financiers numériques. Et l'un des premiers avantages, c'est la mobilité et l'accessibilité. Ça, c'est du point de vue du consommateur. Donc, partout où la personne se trouve, elle peut effectuer des transactions. Et à n'importe quel moment, le service est disponible. Qui est contraire au service traditionnel où il faut se déplacer, aller dans une agence, faire la queue et perdre très souvent une énorme quantité de temps et d'énergie. Alors qu'on peut mettre cela à profit pour faire des activités qui sont plus intéressantes. Et du point de vue des fournisseurs, c'est que ça sous-entend une certaine amélioration du processus même de fourniture de services. Au lieu que le fournisseur mette en place un guichet, une agence pour faire la prestation, tout devient numérique. Donc le client est chez lui. Donc il n'y a pas besoin vraiment de faire des investissements, certains investissements dans les locaux, dans le personnel et également dans les fournitures telles que le papier et autres, les imprimantes, réduction de coûts. Donc du point de vue des fournisseurs aussi, ça a de nombreux avantages. Donc pour revenir au point de vue du consommateur, il y a le volet sécurité. Il y a le volet discrétion, parce que quand on parle de l'argent, surtout au Niger, on a tous besoin d'une certaine discrétion. Vous encaissez de l'argent, quand c'est liquide, peut-être tout celui qui est autour de vous peut voir. Mais si c'est fait de façon électronique, personne ne peut savoir, sauf si vous communiquez à la personne le montant que vous avez encaissé. Donc c'est un des avantages que je peux citer. Au Niger, les principaux services du mobile money concernent surtout les envois et les retraits. Mais de plus en plus, les opérateurs s'assurent d'offrir des services répondants. Dans les paiements, les fournisseurs ont quand même fait l'effort d'adapter aux besoins des populations. Donc on voit que très souvent, il y a des paiements de factures, des paiements de biens et des services. Donc il y a une panoplie quand même de cas d'usage qui sont sur le marché. Et ça ne s'arrête pas là. Dans certains écosystèmes, les services financiers mobiles permettent aussi d'accéder à des crédits. Et on espère aussi que ça sera le cas au Niger très bientôt, parce que c'est un élément quand même qui favorise l'inclusion des populations, l'accès aux services financiers. Il y a aussi les assurances. La crise sanitaire de la Covid-19, courant 2019-2020, a permis un saut considérable dans l'utilisation des services financiers numériques à travers le monde. Au Niger, même si ce développement n'est pas très notable, il reste tout de même appréciable avec les nombreuses initiatives du genre lancées ces dernières années. Nous, depuis
depuis que Zamani Telecom a pris, donc nous avons Zamani Cash en tant que tel. Et donc c'est ce produit qui est développé sur tout l'étendue du territoire national et qu'on trouve sur nos applications, par exemple sur Zamani Cash. Et aussi avec lequel on a essayé de développer pas mal nombre d'offres et services pour accompagner l'inclusion financière. Mainita est un service de monnaie électronique qui a été créé en 2019. Nous avons commencé les premières installations en 2020 et vraiment notre ambition première c'est de révolutionner les mobile money. Comme vous le savez, au Niger, le mobile money n'a pas pris comme dans les autres pays. On veut être l'accélérateur de l'inclusion financière au Niger et permettre aux personnes, surtout non bancarisées, de pouvoir transférer de l'argent, de payer leurs factures, qui ont des comptes bancaires, de pouvoir faire des transactions sans se déplacer. Comme vous le savez, à la date d'aujourd'hui, depuis votre bureau, à partir de votre téléphone, vous pouvez transférer de l'argent. Et aussi, sans oublier les personnes qui n'ont pas de smartphone. On sait qu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. C'est pour ça que nous avons développé un module USSD à partir du shortcode. eFuture est une société fintech et puis à ce titre, on développe des plateformes. C'est des plateformes qui peuvent servir à nous-mêmes en tant que structure, aussi à d'autres partenaires qui sont les ONG, les institutions bancaires, les microfinances et puis voilà, et l'ensemble de l'écosystème. Donc nous, comment développer les technologies pour rendre les transactions de manière électronique? Aujourd'hui, c'est ça un peu le rôle de la FinTech. Malgré que le secteur soit en pleine évolution, il rencontre encore de nombreuses difficultés. Les obstacles, c'est d'abord l'infrastructure numérique, malheureusement qui est insuffisante, qui nécessite d'être développée. Disons que c'est la connexion et tous les supports de la connexion, les spécialistes le diront, mais il faut rendre la connexion disponible pour tous. Vous avez également des obstacles liés à la sécurité. Nous sommes aujourd'hui dans une économie ouverte, dans un monde mondialisé. Il y a des obstacles qui tiennent à la fraude, à la cybercriminalité et d'autres. Il faudrait par conséquent prendre des dispositions pour assurer la sécurité des paiements des Nigériens. Et il y a ensuite l'interopérabilité des services financiers numériques qui constitue un défi. Il consiste en clair à ce que la monnaie qui est véhiculée, la monnaie électronique, puisse s'échanger quel que soit l'acteur. Prenez un compte de Airtel Money, de Orange ou d'autres, il faudrait que les monnaies puissent s'échanger. Je pense également à renforcer l'acceptation des paiements, notamment par ce qu'on appelle les TPE, les terminaux de paiement électroniques. Vous allez aujourd'hui dans le commerce du Niger, il y a très peu de commerces qui détiennent des TPE. Il faudrait par conséquent faire accepter ce type de paiement, ce type de canal par les populations. Au niveau de l'État, les infrastructures numériques de les administrations, lutter contre l'inertie, les freins au changement, si j'ose dire, cela passe par la sensibilisation aux enjeux, l'éducation et la formation de nos cadres. Ensuite, renforcer la confiance même des usagers dans le système de paiement électronique. Il y a ensuite le problème de confidentialité et de la protection des données des Nigériens qui utilisent ce canal. Mais ces divers défis ne sauraient être relevés si les populations ne bénéficient pas d'une éducation financière à la base. Cette problématique est d'ailleurs au cœur de la deuxième journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN, prévue pour le 15 juillet prochain. Une de nos fragilités en matière d'inclusion financière, c'est aussi des populations analphabètes ou qui ne sont pas éduquées financièrement. Tant que nous n'éduquons pas nos populations, elles vont s'exclure de fait d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas la chance ou l'opportunité de pouvoir en profiter. Il faut donc leur apporter l'éducation financière nécessaire pour connaître les services financiers de base, pour pouvoir aussi connaître
les solutions basiques et utiliser leur téléphone de façon adéquate. Une personne qui ne sait pas utiliser un téléphone portable autrement que pour téléphoner, alors qu'il a d'autres avantages, mais il va s'exclure parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas comment utiliser ces appareils. Et tout le travail que nous sommes en train de faire, que l'ANSSI est en train de faire, donc vise à leur permettre d'avoir une autre vision de ce que c'est qu'un portable, de ce qu'un portable peut amener à simplifier la vie. Il y a ensuite le problème de confidentialité et de la protection des données des Nigériens qui utilisent ce canal. Là, le Niger a fait une avancée. Le Niger dispose d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. Il a créé une agence justement de mise en œuvre des dispositions de cette loi. Et à terme, les Nigériens peuvent avoir confiance que leurs données personnelles sont sécurisées. En attendant, sur le terrain, les opérateurs mobiles rivalisent d'ingéniosité pour permettre un accès facile et rapide à leurs services, quel que soit le lieu, le niveau d'instruction et la situation de l'utilisateur, tout en leur offrant une certaine sécurité dans les transactions. Vous savez très bien, les banques ne sont présentes que dans les grandes villes. Et pratiquement toutes ces banques n'ont pas de plateforme mobile. Nous avons mis en place une plateforme mobile qui peut être installée sur tous les téléphones Android et iPhone et aussi accessible à partir des feature phones. Donc, même un paysan qui est dans le village le plus reculé du Niger, tant qu'il a accès au réseau Internet, peut installer l'application, créer son compte et commencer à faire ses transactions comme il veut. On est déjà en tant qu'intermédiaire financier, FinTech, on permet déjà de rendre accessible la monnaie électronique au niveau des populations. Donc, nous avons depuis 2022 entamé une procédure de certification. Et cette certification, c'est pour nous standardiser aux normes internationales et en termes de sécurité dans les transactions électroniques, qui est la norme PCI DSS, qui permet de s'assurer qu'un opérateur, partout où il se trouve, respecte les exigences en termes de transactions électroniques dans ce périmètre-là. Avec les nombreuses initiatives mises en place pour favoriser l'inclusion financière, la problématique est en cours de résolution au Niger. Avec le concours des fintech, des opérateurs mobiles et autres acteurs impliqués dans la finance numérique, les transactions ont d'ailleurs connu un accroissement qui impacte positivement l'inclusion financière tant recherchée au Niger. Le secteur de la logistique intègre une forte part de convoyage et de transport de marchandises par voie aérienne, terrestre ou encore maritime. AS Logistique, une entreprise en vue dans le secteur au Niger, n'est pas en marge de ses activités qu'elle s'efforce de réaliser avec rapidité pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Quand il s'agit de transport terrestre des marchandises, la procédure est assez complexe et surtout bien spécifique. À AS Logistique, le circuit de transport des marchandises est une étape assez délicate qui, au préalable, demande l'implication d'un staff compétent et des exigences bien précises. À cet effet, tout est alors mis en œuvre pour s'assurer de la sécurité des marchandises transportées du port de Cotonou jusqu'à Niamey. Une fois sur place, les camions font objet d'une série de contrôles. Le conteneur doit être ouvert devant nous, ça c'est un, parce que maintenant en cas d'avarie ou d'accident et toute autre chose dans le conteneur, on mentionne, parce qu'il faut d'abord notre PV pour un premier temps et le rapport, maintenant pour qu'on puisse donner le rapport final au client. Donc le conteneur a été scellé depuis. Pour maintenant, oui. Non, non. Oui, maintenant, le plan qu'il y a sur le conteneur, il faut d'abord qu'on vérifie est-ce qu'il est conforme sur le papier. Ça, donc, maintenant, déjà, on va commencer au niveau du plan. On vérifie la conformité du plan. Si le plan est conforme au plan qui est apposé sur le... Nous avons ici voici le numéro du plan. C'est ce numéro qui doit être sur le conteneur. Forcément sur le conteneur. Donc, si ce numéro n'est pas sur le conteneur, ça veut dire que le conteneur a été ouvert. Et il y a aussi donc, on vérifie la conformité. Le conteneur aussi a le numéro marqué ici. Il faut aussi voir si c'est conforme. Donc, voici le numéro du conteneur. Le plan et le conteneur.
Donc le numéro du conteneur est constitué de 4 lettres et de 16 chiffres. Donc on vérifie la conformité. Dis-moi le numéro du conteneur. 119, 424 et 150. Voilà, donc ça dit que le conteneur n'a pas été ouvert, c'est conforme. Donc maintenant on peut procéder à l'ouverture. Maintenant encore, avant qu'on ouvre, voilà, malgré que c'est conforme, on vérifie. Donc voilà, c'est bon. C'est-à-dire que le conteneur n'a pas été ouvert. N'a pas été ouvert. Donc maintenant on prend le conteneur, on prend quelques images également. C'est bon? Ouvrez ça. Maintenant, une fois ouvert, on prend une photo qui prouve que c'est le même conteneur qu'on a dépoté. Une fois que le conteneur a passé avec succès tous les niveaux de vérification, vidé de son contenu. Cet exercice dure quelques heures au cours desquelles les divers éléments sont déposés dans un entrepôt sous douane en attendant de pouvoir être acheminés vers leurs différents propriétaires. Avant tout ceci, des contrôles sont encore effectués. De l'autre côté, au niveau du fret de l'aéroport Diori Amani, une autre équipe de AS Logistique est sur place pour assurer la réception d'un ensemble de colis pour un client particulier. Une procédure qui est bien définie. Nous sommes venus traiter les dossiers de l'ambassade des États-Unis où nous devons faire des enlèvements et des livraisons. Donc, la première étape, d'abord, c'est la remise documentaire. C'est-à-dire quoi? On vient payer à Souma une certaine somme donnée pour que Souma nous remette les documents de transport. Avec ces documents de transport, nous nous rendons au niveau de la douane. Et au niveau de la douane, ici, d'abord au magasin, quand on fait ressortir les colis, la douane fait ce qu'on appelle le vu des colis. Donc, quand la douane fait le vu des colis, nous allons voir le chef de bureau qui nous accorde maintenant un bon pour enlever ces colis. Au fret, le retrait des colis arrivés par avion cargo obéit également à des démarches administratives qui peuvent être assez longues. Ici, au fret, il n'y a pas une histoire de conteneur. Ça vient en cargo, ce qu'on appelle les vols cargo. Ça vient en cargo et on traite le cargo. C'est après traitement du cargo, quand les effets rentrent maintenant, nous avons maintenant l'aptitude de pouvoir commencer les déclarations ou bien procéder à des enlèvements donnés. Actuellement, dans le processus, nous avons déjà eu les accords. Je peux vous montrer, voici les accords que vous pouvez voir où le chef de bureau nous autorise à prendre les colis. Donc après ceci, il faut faire 2 copies de ce document, donner une copie au magasin Souma et une copie à la douane et on sort les colis. Parce que là, vous étiez ici depuis 11 heures. J'étais ici depuis 11 heures, il y avait une longue file d'attente de l'autre côté. C'est ça qui a fait que ça a duré jusqu'à maintenant. Donc il y a les procédures, chaque douanier a sa manière de procéder, exactement. Donc c'est pour ça que ça a duré, ça a pris longtemps. Il y a certains, ça ne prend pas 30 minutes. Ça dépend de la disponibilité de la chef de bureau ou bien de l'adjointe. En fonction de la nature du client et des marchandises affrétées, la procédure peut avoir quelques particularités. Donc la particularité avec l'ambassade, comme c'est des choses diplomatiques vraiment discrètes, donc quand on les enlève directement, avant de les enlever même, il faut les appeler. C'est eux qui nous donnent maintenant l'accord d'enlever leurs colis pour aller leur livrer leurs colis. Dans l'un comme dans l'autre, qu'il s'agisse de convoyage par voie terrestre, maritime ou aérienne, AS Logistique s'assure toujours que les marchandises soient livrées aux clients dans les délais les plus brefs et ce, en toute sécurité. Acteur de référence du paysage logistique au Niger depuis 2017, AS Logistique œuvre constamment à offrir les meilleures prestations à ses partenaires. En 10 ans d'expérience dans le transport transit douane import-export, les services d'entreposage sous douane, la manutention, le transport maritime ou routier, le fret aérien. Nous vous accompagnons également dans vos projets de déménagement sur le plan national et même international.
AS Logistique, c'est également des équipements de pointe répondant aux exigences de la satisfaction de nos clients. Nous disposons d'une flotte importante de camions sur les corridors. À AS Logistique, nous nous assurons de trouver des solutions pérennes et efficaces à nos clients. Nous proposons par exemple des services de groupage maritime pour transporter vos marchandises, quelle que soit leur quantité. Grâce à notre agrément en douane, nous avons également la possibilité d'effectuer des opérations de dédouanement de vos marchandises. Choisir AS Logistique, c'est contribuer à la du Niger. AS Logistique, les as de la logistique. Et voilà, c'est ainsi que prend fin ce numéro de Business Challenge. J'espère que vous l'avez agréablement suivi et j'espère surtout que le menu ainsi que les thématiques abordées vous ont plu et vous ont instruit. Merci à vous qui nous suivez d'un peu partout sur Télé Sahel, de même que sur Africable. Vous pouvez retrouver ce numéro sur nos canaux digitaux qui s'affichent en bas de votre écran, mais aussi sur Challenge FM 96.6 MHz. Quant à moi, je vous dis merci pour votre fidélité et à très bientôt. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.